Alors, il faut faire attention aussi à la façon dont on rédige ces contrats. On ne peut plus les rédiger comme avant, je pense. Il faut les rédiger autrement. Et là aussi, il y a beaucoup de gens qui disent oh, vous n'avez pas besoin de changer grand-chose dans vos contrats, juste regardez si vous excluez l'imprévision ou pas. Voilà. Je pense que c'est totalement faux et qu'il faut revisiter ces contrats anciens sur pas mal de choses. Le point principal, c'est que les contrats anciens, souvent, ils ont été rédigés d'une façon un peu unilatérale. Le rédacteur du contrat s'est dit il faut que je mette dans le contrat des tas de clauses qui me protègent et qui me donnent des droits à moi par rapport à mon co-contractant. Ben, le nouveau droit, il ne permet plus de faire ça. Parce que on avait déjà le problème avec l'article L442-6 du Code de commerce qui dit que lorsque je soumets mon co-contractant à des obligations qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, ces clauses ne sont pas valables. On a déjà ce problème. On était un peu protégé par le fait qu'il fallait quand même soumettre son co-contractant à ces obligations déséquilibrées, que ça s'appliquait surtout en matière de grande distribution et de fournisseurs de la grande distribution. Là, dans le nouveau code, on a une disposition révolutionnaire qui dit que... voilà, on a ça. Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Alors, le contrat d'adhésion, si je me souviens bien, c'est celui dont les conditions générales ne sont pas soumises à la négociation. Je vais essayer de retrouver ça. Oui, donc, alors ça c'est très ennuyeux, ce contrôle des clauses abusives dans les contrats d'adhésion, parce que des contrats d'adhésion, tout le monde en fait. Et le contrat d'adhésion, lorsque vous êtes un professionnel et que vous avez 10 000 clients, vous n'allez pas négocier avec 10 000 clients. Vous faites des conditions générales de vente et elles sont acceptées par vos 10 000 clients. Alors maintenant, et vos 10 000 clients, ils peuvent être plus importants que vous, plus petits que vous, peu importe, vous ne les avez pas soumis à ces conditions. Vous voyez, dans les rapports grande distribution fournisseurs, on peut dire qu'il y a 5 ou 6 enseignes ou 7 de grande distribution en France. Le fournisseur, il n'a pas le choix. S'il ne traite pas avec l'une d'entre elles, il perd 15% de son chiffre d'affaires, donc il est soumis. Là, ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire que si j'ai 5000 clients, ben, il y a un contrôle de mes conditions générales de vente avec mes 5000 clients, même si j'en ai soumis aucun. Et même si mes 5000 clients, ils ont plein d'autres choix. Donc ça, c'est une révolution dans le droit français. Et c'est très, très ennuyeux, puisque ça veut dire que dans vos conditions générales de vente ou dans vos conditions générales d'achat, vous prévoyez des tas de clauses dans lesquelles vous vous donnez des droits unilatéraux. Ben, tous ces droits que vous vous donnez, ils peuvent ne plus être valables. Parce que le contrôle des clauses qui créent un déséquilibre significatif, c'est qu'on regarde, le critère principal du contrôle, c'est de regarder est-ce que j'ai imposé à mon co-contractant une clause non réciproque portant sur la même obligation. Je me suis donné, moi, un droit sur une obligation et mon co-contractant ne l'a pas. Dans ce cas-là, la clause est présumée abusive. Je ne peux la sauver que si je dis qu'il était normal que je me donne ce droit, parce que ce droit ne peut être exercé que par moi, il ne concerne pas l'autre partie, ou bien il est normal que je me sois donné ce droit parce que, objectivement, c'est justifié et que ce n'est pas disproportionné. Ou bien, je me suis donné ce droit, certes, unilatéral, mais j'ai donné un autre droit, portant sur autre chose à mon co-contractant. Mais vous voyez où on va, hein. C'est-à-dire que parfois il y a des gens qui nous disent ben, regardez nos CGV et toilettez-les. Si on les toilette, il ne reste pas grand-chose. Hein. C'est la grande toilette. Alors ça veut dire aussi que on a maintenant 3 droits des clauses abusives en droit français. On a le droit des clauses abusives entre un professionnel et un consommateur ou un non professionnel, c'est le droit de la consommation.
On a le droit de L442.6 du Code de commerce lorsque j'ai soumis un partenaire commercial à des obligations déséquilibrées ou tenté de le soumettre. Et on a notre droit du Code civil dans les contrats d'adhésion qui est général. Vous voyez, contrat d'adhésion dont les conditions générales soustraites à la négociation sont déterminées à l'avance par l'une des parties. C'est ça la définition. Donc, une entreprise doit, selon les gens auxquels elle a affaire, il faut qu'elle réfléchisse à respecter 3 droits de clauses abusives. Alors, c'est compliqué parce que ces 3 droits, ils peuvent s'appliquer en même temps. Enfin, peut-être pas celui des consommateurs, mais au moins 2 droits peuvent s'appliquer en même temps. Le droit du Code civil, 1171, et le droit du Code de commerce. Ils peuvent s'appliquer de façon cumulative si mes co-contractants remplissent les conditions. Mais ils sont différents. C'est pas le même régime. Dans le droit du Code de commerce, pour que mon droit des clauses abusives s'applique, il faut déjà que j'ai affaire à un partenaire commercial. Donc, si je rentre en relation avec quelqu'un, ça ne s'applique pas. Par exemple, il a été jugé 36 fois que le créateur d'un site internet, qui crée un site internet pour une entreprise pour la première fois, L442.6 du Code de commerce ne s'applique pas parce qu'ils ne sont pas encore partenaires commerciaux. En revanche, une fois qu'ils sont partenaires commerciaux, là, ça s'applique. Après, dans le droit du Code de commerce, il faut soumettre son partenaire à un déséquilibre. Donc il faut quand même un rapport de soumission. Alors, on ne lui met pas le pistolet sous la tempe, mais s'il fait beaucoup de chiffre d'affaires avec moi, je le soumets. Je suis censé le soumettre à un déséquilibre. Ensuite, il faut que je passe là devant des juridictions spécialisées. Il n'y en a que 8 en France, TGI ou tribunal de commerce, lorsque c'est le Code de commerce. Après, lorsque je suis en Code de commerce, je peux même remettre en cause le prix. J'ai le droit, au titre du droit des clauses abusives, de contester, de dire que le prix est déséquilibré, d'après la Cour de cassation. Donc ça va très très loin. Ça, je ne peux pas le faire. Oui, donc la Cour de cassation vient de le confirmer dans un arrêt du 25 janvier 2017, que ça autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors qu'il y a un déséquilibre significatif. Donc ça va très très loin, hein, maintenant, en droit français. La Cour de cassation considère que le prix peut être contrôlé par le biais du droit des clauses abusives L442.6. Alors, donc, ça veut dire aussi qu'il faut de façon générale être beaucoup plus prudent dans ce qu'on fait. Alors, il y a la chancellerie, elle, toujours dans son discours un peu lénifiant, dit aux entreprises « Ne vous inquiétez pas, le nouveau droit des clauses abusives du Code civil est un droit général et le droit du Code de commerce est un droit spécial. Donc vous n'aurez pas à appliquer les deux en même temps si les conditions des deux sont remplies. C'est le droit du Code de commerce qui s'applique pour vous, entreprise. » Mais je pense que c'est totalement faux, juridiquement, parce que on n'est pas ici en présence d'un conflit entre un droit général et un droit spécial qui dérogerait au droit général. On est en présence de 2 droits qui ne sont pas contradictoires, parce que leurs conditions d'application ne sont pas du tout les mêmes. Et ils ne sont pas contradictoires pour plein de raisons, parce qu'ils ne s'appliquent pas exactement aux mêmes personnes. Partenaires commerciaux d'un côté, tout le monde de l'autre côté. Ce n'est pas la même chose, action en responsabilité, action en nullité. Oui, ce n'est pas les mêmes actions. On peut très bien être dans les 2 cas. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que le communiqué du Conseil des ministres sur la réforme du droit des contrats, comme exemple d'application du droit commun des clauses abusives, il donne l'exemple d'une PME qui aura été soumise par son co-contractant à des conditions abusives. Ça, c'est typiquement L442.6 du Code de commerce. Vous voyez, donc même eux se trompent. Donc je dirais, il faut faire attention à tout ça. Et il faut redoubler de prudence. Alors, ce sont des droits assez compliqués et assez étranges. Par exemple, en droit commun,
code civil, en revanche, vous ne pouvez pas remettre en cause le prix, puisque le code civil prévoit qu'on ne peut pas contrôler l'adéquation du prix à la prestation. Alors c'est étrange parce que en code de commerce, vous pouvez contrôler le prix. En code civil, vous ne pouvez pas contrôler le prix. Vous voyez, donc c'est plein de subtilités. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon pour se protéger? D'abord, il faut essayer d'éviter la qualification de contrat d'adhésion. Donc il faut essayer de négocier les contrats, parce que dès lors que vous les avez négociés, c'est plus un contrat d'adhésion. Et il faut garder les traces de la négociation. Donc il faut garder les markups. Donc encore une fois, il faut documenter contrat par contrat les négociations. S'il y a eu 10 markups, il faut les garder. Après, c'est assez subtil parce qu'après dans les procès, c'est pas aussi simple que ça. Parce que dans les procès, on vous dit, oui, mais si vous avez négocié qu'à la marge, par exemple, Apple a des contrats qui sont très durs. Des contrats américains, par rapport à ses distributeurs, même par rapport à Orange, Orange, on a l'impression qu'Orange ne réussit à rien négocier du tout. Ils arrivent juste à négocier le montant du budget ou la mention de la publicité sur les publicités d'Apple. Donc là, Orange va dire, Apple, ce n'est pas un contrat négocié. Il m'impose 99% du contrat, on négocie 1%, il n'y a pas de négociation. Et pour l'instant, on ne sait pas encore quel sera le résultat, mais la jurisprudence, enfin le juge paraît plutôt, enfin la DGCCRF en tout cas, est en faveur d'Orange. Donc ça c'est important. Ménager des espaces dans les contrats pour les négociations, pour les points négociés par exemple. Rappeler que le contrat a été négocié. Donc, dans le préambule du contrat, tout ça, ce sont des précautions à prendre. Mais il faut aussi rédiger ces contrats autrement, parce qu'il ne faut plus les rédiger en disant j'ai tel droit, etc., telle clause limitative de responsabilité, 36 clauses par lesquelles je limite ma responsabilité. Donc, il faut que je regarde qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour moi dans mon contrat. Est-ce que tous ces droits que je me suis donnés, dans tous les sens, est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Quels sont les droits que j'utilise réellement? Donc il faut un peu débroussailler vos contrats. Si je me suis donné un droit unilatéral, est-ce qu'il est justifié objectivement? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc il faut vous poser toutes ces questions. Si j'ai des obligations, non, il faut que j'essaie de bilatéraliser les droits et les obligations des parties le plus possible, autant que je peux. Donc il faut... oui, il faut également, j'ai plutôt intérêt, plutôt que de prévoir 36 clauses limitatives, j'ai plutôt intérêt à définir très précisément l'objet de mon contrat. Puisque en droit civil, en clause abusive dans les contrats d'adhésion, on ne peut pas remettre en cause l'objet du contrat. Je vous donne un exemple en matière de... C'est du droit à la consommation, mais on peut l'appliquer ici. En matière de carte prépayée téléphonique, l'objet du contrat, c'est la mise à disposition pendant un certain temps, pour un certain prix, d'une carte prépayée. Ça a été attaqué par l'UFC Que Choisir en disant c'est une clause abusive de limiter la durée d'utilisation de la carte, parce qu'au bout d'une semaine, 90% des cartes ne sont pas utilisées en totalité. Donc votre clause est abusive. Les opérateurs de téléphonie ont gagné leur procès en disant c'est pas une clause de prescription, une clause imitative, c'est une clause portant sur l'objet même du contrat. Et ils ont gagné devant le tribunal de commerce, devant le TGI, pardon, la cour d'appel, la cour de cassation. Donc il faut plutôt muscler l'objet du contrat qui vous permet de vous défendre beaucoup, beaucoup mieux. Alors là, je vous donne un exemple de travail qui peut être fait. La clause de départ, par exemple, c'est une clause dans un contrat de distribution exclusive dans laquelle le fournisseur se donne le droit de livrer un tas de clients sur le territoire du distributeur. Bien sûr, ça paraît un peu étrange parce que j'ai donné un droit de distribution exclusive à quelqu'un et je le contredis par 25 types de clientèle auxquels j'ai le droit de livrer directement. Alors, pour essayer de rééquilibrer ça, ce qu'on peut écrire, par exemple, c'est compte tenu des liens particuliers qu'il peut entretenir avec certains clients ou de sa plus grande facilité pour répondre à certaines catégories de clientèle, notamment pour des raisons d'organisation et de logistique, le fournisseur se réserve le droit de vendre directement à certains clients. Alors, ce n'est pas garanti que ça marche, mais au moins, votre contrat prévoit déjà pourquoi vous faites des ventes directes. Et c'est tout à fait justifié, parce que c'est vous qui avez le contact avec le client national.
et le concessionnaire local n'a pas le contact. Donc ça sera à lui de prouver le contraire. Vous voyez, donc vous renversez la charge de la preuve. Donc ça, c'est le genre de clause qu'on peut prévoir. Ou bien, vous vous êtes donné un droit unilatéral de force majeure renforcée. De toute façon, la force majeure, l'autre partie l'a aussi. Rappelez simplement, réciproquement, le distributeur pourra faire valoir, en cas de force majeure dans les conditions de l'article 1218 nouveau du Code civil, la même chose, ou des choses à peu près équivalentes. Donc, être un peu plus modéré dans les droits donnés. Donc, quand vous vous donnez le droit de ne pas appliquer le contrat, dites que ça ne vaut pas en cas de violation délibérée. Vous voyez, parce que sinon, en cas de procès, vous allez avoir droit à des jérémiades de l'autre partie qui va vous dire que votre clause est manifestement déséquilibrée. Même chose, lorsque vous vous donnez des droits de résilier, justifiez-le par le fait que c'est justifié, par exemple, compte tenu des droits conférés au distributeur. Parce que là, vous dites que et les droits du distributeur, il faut vraiment les décrire. Là, vous pourrez rattraper votre clause par tous les droits énormes que vous donnez au distributeur. L'assistance que vous lui donnez, le territoire exclusif que vous lui donnez, la clientèle exclusive que vous lui avez consentie. Donc, essayez chaque fois de rajouter tout ça dans votre contrat. Et naturellement, mettez en œuvre les clauses de façon délicate et proportionnée, parce que le droit des clauses abusives, ce n'est pas seulement la clause, c'est aussi, pour le juge, c'est aussi la façon dont elle est mise en œuvre. Donc il faut faire attention à la façon dont on met en œuvre ces clauses. Donc tout ça, c'est un changement majeur, fondamental, c'est une révolution du droit des contrats. Alors pour le prix, il y a également des choses importantes à savoir sur le prix contractuel. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel article du Code civil qui dit que dans les contrats cadres, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. Alors, ça, c'est une phrase extrêmement importante. C'est une codification partielle de la jurisprudence, puisque depuis 1995, la Cour de cassation considère que le prix peut être fixé unilatéralement par l'une des parties au contrat, et que c'est un droit, et que le prix n'a pas besoin d'être déterminé dans le contrat de façon fixe. La Cour de cassation a fait cette révolution jurisprudentielle en 1995 parce qu'il y avait trop de procès entre les fournisseurs et les distributeurs. Les distributeurs disaient le prix n'est pas fixé, le contrat est nul, donc je réclame sur 10 ans le bénéfice que vous avez fait sur la base du contrat, une fois que le contrat a été résilié. Donc alors naturellement, la limite de ça, c'est que vous n'avez pas le droit d'abuser du droit de fixer unilatéralement le prix. En cas d'abus, l'autre partie peut résilier ou demander des dommages et intérêts. Donc là, le Code civil codifie ce droit. Donc c'est important quand même, notamment parce que la DGCCRF considère le contraire, donc c'est quelque chose d'important. Le changement quand même, et c'est souvent le cas dans ce nouveau code, c'est une codification qui n'est pas vraiment à droit constant. Parce qu'il y a marqué « à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation ». Ça c'est un rajout par rapport au droit à la jurisprudence. Ça veut dire que maintenant, si vous fixez unilatéralement le prix, il faut que vous avez la charge de la preuve qui pèse sur vous, que vous avez fixé le prix de façon légitime. Si vous faites varier, si vous avez une clause de prix-tarif dans votre contrat, vous dites, moi je vends mes produits au prix-tarif, et mon prix-tarif il est variable en cours de contrat. J'ai un contrat à durée indéterminée, mon prix-tarif est variable. Ça veut dire que quand vous faites une augmentation de prix à vos distributeurs, en cas de contestation, vous devez être capable de motiver la hausse de prix. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, il faut que vous gardiez la trace de la preuve, de la motivation, de la justification de votre hausse de prix. Et c'est différent d'avant parce qu'avant c'était le distributeur, l'acheteur,
qui devait prouver que votre prix était abusif. Donc la charge de la preuve du prix abusif reposait sur lui. Et il n'y a quasiment aucun procès de prix abusif qui a jamais été gagné par personne, hein. Là, à cause de ça. Maintenant, c'est un renversement de la charge de la preuve. Ça veut dire que vous devez garder la mémoire de la justification de vos variations de prix pendant la durée de la prescription et, par mesure de précaution, une marge de précaution. Donc, là, un peu les conseils qu'on peut donner. Alors nous, on est toujours partisans de la clause de prix-tarif dans les contrats de long terme, parce qu'on ne peut pas garder des prix fixes indéfiniment. Les prix dans la vie, ils varient tous les jours, hein. Donc la clause de prix-tarif, elle est très utile. Il faut l'écrire partout, dans le contrat cadre, dans les conventions uniques, il faut la mettre partout. Il faut naturellement, il faut se garder, on n'a pas besoin de motiver toute hausse de prix, mais il faut se garder la preuve de la motivation, au moins pendant la durée de la prescription. C'est la même règle en matière de prestation de services. Alors, juste un mot peut-être encore là-dessus. La DGCCRF, vous savez, a une conception différente en matière de convention unique, puisque dans les conventions uniques entre fournisseurs et distributeurs, la DGCCRF considère que le prix doit être fixe pendant 1 an, sauf nouvel accord entre le fournisseur et le distributeur. C'est une interprétation de la loi Hamon par la DGCCRF qui ne figure pas dans la loi Hamon, hein, c'est la DGCCRF qui a inventé ça toute seule. Nous, comme beaucoup d'avocats, nous avons toujours considéré que c'était une erreur juridique et que ce n'était pas acceptable. Donc nous conseillons à nos clients de ne pas appliquer cette règle et de dire que le prix convenu est un prix variable fixé unilatéralement en prix tarif par le fournisseur. Pour l'instant, il n'y a aucun procès là-dessus, mais pour nous, ce n'est pas possible de garder pendant 1 an un prix immuable. C'est contraire à l'économie de marché et c'est contraire au droit. C'est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation et maintenant c'est contraire au Code civil. Donc ça fait quand même beaucoup de contrariété de la position de la DGCCRF avec des règles de droit un peu plus solides qu'un communiqué de la DGCCRF. Alors, après, grande réforme également, enfin grande réforme sur le principe, peut-être moins en pratique, c'est l'imprévision. Alors, en droit français, depuis un siècle, le juge judiciaire a toujours refusé de modifier le prix lorsqu'il avait été convenu par les parties, même s'il y avait des circonstances imprévisibles qui rendaient ce prix absolument inadapté. Bon, c'est l'affaire du canal de Craponne, où la redevance pour l'utilisation du canal de Craponne ou le nettoyage du canal de Craponne avait été fixée au XVe siècle et que, naturellement, au XIXe siècle, ça ne correspondait plus tout à fait et c'était ruineux pour l'une des parties. Le juge judiciaire a refusé de revoir le prix. Donc, c'était la position traditionnelle du juge, même s'il y a quand même quelques arrêts qui sont un peu plus coulants par rapport à cette règle très stricte. Maintenant, le nouveau Code civil consacre l'imprévision, donc la faculté de révision judiciaire du contrat pour imprévision en cas de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat qui en rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque. Ça veut dire que c'est maintenant, si vous n'avez rien prévu dans votre contrat, en cas de circonstances imprévisibles de ce type, l'autre partie peut demander la révision judiciaire du prix. Alors, il y a toute une clause, toute une escalation. Les parties doivent d'abord essayer de se mettre d'accord. En cas de refus, elles peuvent convenir de mettre fin au contrat, d'un commun accord, ou de demander au juge de procéder à son adaptation. Et à défaut d'accord, in fine, une partie peut quand même demander unilatéralement au juge de réviser le contrat ou de mettre fin au contrat aux conditions qu'il fixe. Donc on donne quand même un pouvoir très très important au juge dans ce cadre. Alors, ça soulève beaucoup de questions parce qu'aucune de ces notions n'est vraiment définie. Alors, une grande question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut, dans son contrat, est-ce qu'on peut écarter ce pouvoir de demander la révision judiciaire du contrat? La réponse pour nous est oui, hein, puisque le texte nous dit bien clairement
et ça a été bien prévu que c'est pour quelqu'un qui n'a pas accepté d'en assumer le risque. Donc, s'il accepte d'en assumer le risque, ben, il peut renoncer à la protection. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien écarter l'imprévision dans son contrat. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de fournisseurs qui l'écartent parce qu'ils se disent je ne veux pas que mon co-contractant y trouve un prétexte pour remettre en cause le prix. Bon. Alors après, la précaution à prendre, c'est qu'il est quand même préférable oui, parfois c'est discuté si c'est de supplétif ou impératif. Je pense que c'est quand même expressément marqué dans le Code civil qu'on peut accepter d'en assumer les risques. Et le projet de départ ne le prévoyait pas. C'est en raison des demandes du patronat que ça a été rendu supplétif. Hein, donc, et le rapport au président de la République le précise bien. Alors, la meilleure solution pour l'écarter, c'est une renonciation réciproque. Les deux parties se mettent d'accord, donc chacun renonce à invoquer l'imprévision, si on pense que c'est dangereux, l'imprévision. Hein. On peut aussi penser que ce n'est pas dangereux, hein, c'est un choix à faire. Il n'y a pas de réponse générale, c'est contraint par contraint, situation par situation. Il vaut mieux l'écarter de façon réciproque, parce que sinon, on a le risque que ce soit considéré comme, si j'écarte simplement l'imprévision pour une partie, ben, que ça soit considéré comme une clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Donc alors dans la doctrine, vous trouverez des tas de rédactions qui vous sont proposées, il y a des tas d'auteurs qui ont proposé des clauses, il y en a plein. Hein. Il y en a certains qui proposent des renonciations unilatérales, dans ce cas-là, ils essayent de le justifier dans la clause, enfin c'est quand même dangereux. Donc voilà, là vous avez, dans les slides, vous avez des aménagements contractuels qui sont proposés par la doctrine. Hein. Et certains proposent également des clauses de renégociation, parce que certains trouvent que le mécanisme du Code civil, il est pas très bon sur le mécanisme d'escalation. Alors certains proposent de rajouter des clauses de médiation préalable, d'autres préfèrent trouver d'autres solutions, des clauses de hardship différentes. Donc je vous ai mis un peu les clauses dans les slides. Hein. Alors, autre point important, c'est comment il faut rédiger les clauses de résiliation ordinaire avec préavis et les clauses résolutoires dans les contrats. Donc là, il y a un changement, c'est que le nouveau Code civil prévoit maintenant que dans un contrat à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu, ou à défaut, un délai de préavis raisonnable. Alors, il faut savoir quand même que cette règle-là, elle ne va jouer qu'en droit commun Code civil. Ça n'écarte pas L442.6.1.5 du Code de commerce. Donc ça veut dire que dans une relation commerciale établie avec un partenaire commercial, au sens de l'article L442.6.1.5 du Code de commerce, cette règle ne s'applique pas, puisque là, le droit spécial déroge au droit général, et on ne peut pas se prévaloir de ça pour y échapper, je pense. Surtout que le L442.6.1.5 est d'ordre public. Donc il faut faire attention, si vous êtes soumis à L442.6.1.5, même si vous êtes soumis à un préavis qui tient compte de l'ensemble de la durée de la relation commerciale, vous ne pouvez pas l'écarter par une clause de préavis de votre contrat. Ça ne marche pas. En revanche, si vous n'êtes pas soumis à L442.6.1.5, dans les contrats de droit civil pur, par exemple les contrats passés avec un office notarial, par exemple, qui ne bénéficie pas de la protection de L442.6.1.5, maintenant, dans ce contrat avec votre notaire, avec votre avocat, avec votre conseil en propriété intellectuelle, entre une clinique et un médecin, par exemple, vous allez pouvoir prévoir un préavis contractuel, et ça sera le préavis contractuel qui s'appliquera, même si la relation a duré 30 ans. Un préavis de 6 mois sera donc valable avec un office notarial, même si vous confiez 500 dossiers par an à l'office notarial, et que vous arrêtez avec un préavis de 6 mois. Donc ça, alors, il est préférable de prévoir un préavis, parce que si vous n'avez pas prévu de préavis contractuel, c'est le préavis raisonnable, et donc là je pense qu'on sera dans les mêmes conditions que L442.6.1.5. Si vous arrêtez avec notre notaire et vous n'avez pas prévu de préavis contractuel, ben il a droit à 2 ans de préavis.
ou 2 ans de marge, hein, ça peut faire beaucoup quand même. Donc ça c'est important à savoir. Sur les clauses de résiliation, qu'on appelle maintenant, le nouveau code civil adopte le terme résolution hein, comme vocabulaire, mais les conséquences de la résolution sont les mêmes que celles d'une résiliation. Donc, là, je regarde. Oui, alors il y a la nouveauté là, c'est que le nouveau code civil est très précis en matière de résolution de contrat et il prévoit qu'on peut mettre fin à un contrat soit en vertu d'une clause résolutoire, les parties ont prévu les conditions, soit en cas de faute grave de l'autre partie. Le Code civil consacre la jurisprudence Tocqueville qui dit qu'on peut mettre fin à un contrat même en l'absence de clause résolutoire en cas de faute grave de l'autre partie. Et en dernier lieu, alors que c'était la solution numéro 1 du Code civil de 1804, résolution judiciaire. Donc ça, le nouveau Code codifie tout ça. Alors, les choses à savoir, c'est que le nouveau Code est peut-être plus rigoureux sur le mécanisme des clauses résolutoires, parce que il prévoit que la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l'inexécution entraîne la résolution. Donc il faut être très précis contractuellement dans ce qu'on met dans sa clause résolutoire. Ensuite, dans le contrat, il faut impérativement dire si la résolution intervient de plein droit, même en l'absence de mise en demeure, parce que sinon il faut une mise en demeure. Donc on peut écarter la mise en demeure, c'est supplétif, mais il faut bien le mettre dans son contrat si on l'écarte. Après, on a toujours intérêt à faire des mises en demeure de toute façon, hein, par mesure de précaution. Mais parfois, dans certains cas, on n'a pas le temps, mais il faut bien le marquer dans son contrat. Et la mise en demeure doit mentionner expressément la clause résolutoire. Donc vous voyez, ce droit est très directif et beaucoup plus précis que peut-être que ce qu'on pouvait faire auparavant. Après, naturellement, vos clauses résolutoires, elles ne doivent pas créer de déséquilibre significatif. Donc il faut soit les bilatéraliser, soit arriver à montrer pourquoi c'est légitime que vous soyez donné le droit de résilier uniquement dans ce cas. Après, alors, vous savez, on ne sait pas très bien, est-ce qu'on pourra toujours cumuler le fait d'avoir des clauses résolutoires et de s'autoriser la résolution pour faute grave unilatérale en dehors des cas de la clause résolutoire. Alors, je dirais que la prudence implique quand même, si vous avez prévu des clauses résolutoires, de respecter le jeu de la clause résolutoire, le formalisme, parce qu'il y a beaucoup de jurisprudence qui impose le respect du formalisme. Après, par mesure de précaution, peut-être rajouter une clause un peu plus générale, mais rajoutez-le dans le contrat pour rajouter en plus, en cas de faute grave répétée, que vous vous donnez en plus un droit de résolution unilatérale du contrat. Oui, mais il faut voir comment la jurisprudence va évoluer, mais j'ai l'impression qu'elle évolue quand même. Il y a eu un arrêt encore récemment en février 2017 de la Cour de cassation qui demande le respect du formalisme de la clause résolutoire. Donc les clauses résolutoires peuvent être des pièges, parce que vous pouvez vous retrouver avec un co-contractant qui a vraiment commis des fautes graves et que le formalisme que vous êtes imposé dans la clause résolutoire vous bloque dans la résolution. Donc là, c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Alors, nullité du contrat, il n'y a pas de nullité unilatérale. Le Code civil n'a pas opté pour ça. Comment se prémunir de la nullité? Il faut faire attention à plein de choses, hein, à la dépendance, au dol, à la mauvaise foi, à la capacité, au contenu licite et certain. Alors là, le nouveau code a supprimé la notion de cause. Bon, c'est un peu quelque chose de très théorique, hein, parce que l'argument c'était de dire le droit français est le seul au monde à avoir le concept de cause, donc ça ne rend pas notre droit compétitif, donc il faut supprimer la notion de cause. Bon, je crois que personne ne s'est jamais posé la question de savoir si le droit français était compétitif ou pas à cause de la notion de cause. C'est pour d'autres raisons qu'il n'est pas compétitif, hein. Mais ils ont supprimé la cause. Mais en revanche,
ils ont réintégré toutes les applications de la cause dans des dispositions spécifiques. Notamment, le contrat doit avoir un contenu licite et certain. Ou bien vous ne pouvez pas vous décharger totalement de l'obligation principale de votre contrat. Je pense Chronopost. Vous ne pouvez pas dire je livre en 24 heures et puis il y a 50 clauses qui vous disent que vous ne livrez pas en 24 heures. Tout ça, le Code civil l'interdit. Donc en fait, le droit de la cause, il est dans le Code civil disséminé à plein d'endroits. Donc il faut faire attention à tout ça. Le règlement des conflits. Alors, règlement des conflits, là aussi, il faut faire attention sur les clauses de règlement des conflits. Donc, notamment parce que vos clauses de règlement des conflits, elles peuvent être considérées comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Donc il faut quand même faire attention à ça. Il ne faut pas avoir des clauses de règlement des conflits totalement déséquilibrées. Il faut faire attention aussi aux clauses de règlement amiable parce que il faut savoir, alors ça c'est pas vraiment le nouveau code, mais si vous prévoyez des clauses de conciliation ou des clauses de médiation préalable, il faut savoir que les juges s'imaginent que pour mettre fin à l'encombrement des tribunaux et au délai, il faut empêcher les parties d'agir en justice. Il faut qu'elles règlent leurs problèmes autrement. Et donc les juges pensent qu'il faut que les parties se concilient ou utilisent la médiation. Et dans leur grande sagesse, ils ont imaginé une jurisprudence de plus en plus stricte qui empêche les parties de faire des procès. Et donc, lorsque les parties ont prévu une clause de conciliation préalable, si elles ne l'ont pas mise en œuvre avant d'engager l'action en justice, l'action est irrecevable. Et avant, c'était la première étape. Avant, on pouvait encore régulariser en cours de route. Donc, on n'a pas fait la conciliation préalable contractuelle, on assigne, et on se rend compte qu'on n'a pas fait la conciliation, ben, on la met en œuvre en cours de route. Et on dit au juge, ben, écoutez, on ne l'avait pas mise en œuvre avant, mais on a tenté de se concilier après. Donc on a bien tenté la conciliation. Au début, le juge admettait cela, la Cour de cassation l'admettait. On pouvait régulariser l'absence de conciliation préalable. Maintenant, on ne peut plus. Donc maintenant, votre action est irrecevable une fois pour toutes, et vous ne pouvez plus tenter de réparer ce défaut. Alors, bon, parfois, ce n'est pas très embêtant parce que vous pouvez réassigner. En revanche, si vous avez tardé à assigner, et il y a des gens qui assignent le dernier jour de la prescription. Moi, j'ai des assignations qui tombent 5 ans après les faits, pile. Vente de cession de fonds de commerce, 5 ans après, action. Ben, c'est trop tard. Vous serez prescrit, puisque votre action est définitivement irrecevable. Alors, sur les clauses attributives, comment il faut faire ? En fait, de préférence, choisir le lieu de son siège social, puisque le juge de votre siège social, il sera forcément, sans doute plus favorable que le juge local de votre co-contractant. Faire attention parce que, avec tout ce droit des clauses abusives et des compétences d'ordre public, pour beaucoup de choses, il n'y a que 8 tribunaux en France qui sont compétents. Donc si vous êtes dans le ressort de Nanterre, malheureusement, ne pas donner compétence à Nanterre, parce que Nanterre n'est pas compétent ni pour L442-6, ni pour le droit de la concurrence. Et il suffit que quelqu'un invoque, même si ça n'a aucun fondement, L442-6, pour qu'on change de tribunal. Donc donnez plutôt compétence au tribunal de commerce de Paris ou au TGI de Paris. Si vous êtes à Strasbourg, donnez compétence à Nancy. Si vous êtes, je ne sais pas, à Bordeaux, c'est Bordeaux. Si vous êtes en Corse, c'est Marseille. Mais donc choisissez un tribunal compétent sur L442-6, un des 8 tribunaux. Après, clause relative à la preuve. Vous avez le droit de rédiger des clauses relatives à la preuve. Le nouveau code le prévoit expressément. Cession du contrat. Alors le nouveau code est plus coulant en matière de cession de contrat. Il prévoit des cessions de contrat, des cessions de créances, des cessions de dettes. Il simplifie la cession de créances, plus besoin de signification par huissier. Donc là, le nouveau code modernise un peu les choses. Alors, est-ce qu'il faut soumettre ces contrats à un droit et un juge étranger? Alors d'abord, dans certains cas, vous ne pouvez pas le faire. Si votre contrat est franco-français, vous n'avez pas le choix. Vous êtes soumis au juge français, au droit français. Mais si votre contrat est international, vous posez la question, est-ce que je n'ai pas intérêt à soumettre mon contrat à un juge étranger ou un arbitre étranger et à un droit étranger?
Est-ce que la réforme du droit des contrats nous amène à changer nos comportements sur ce point? Je pense que oui. Quand on est une entreprise, on a intérêt souvent, et quand on est une partie forte au contrat, on a intérêt, dans un contrat international, à ne plus choisir le droit français, malheureusement. Puisque le droit français protège la partie forte, la partie faible, pardon, au contrat. Il est très aléatoire. On va arriver dans une situation d'incertitude juridique, puisque avant que la Cour de cassation se prononce sur toutes ces dispositions, on en a pour 5 ou 6 ans. Donc, il y a d'autres droits qui sont beaucoup plus respectueux de la volonté des parties et de la force obligatoire du contrat, malheureusement. Le droit suisse, qui est beaucoup plus protecteur de la volonté des parties et qui comporte peu d'ordre public, ou le droit anglais qui ne comporte quasiment aucun ordre public, ou au moins pour les contrats étrangers. Les Anglais sont très malins parce qu'ils proposent même un droit différent pour les contrats anglais, ou parfois anglo-anglais, où il y a certaines protections en matière de responsabilité, par exemple, qui n'existent pas dans les contrats internationaux. Donc les Anglais ont un droit très compétitif. Alors le problème du droit anglais, c'est qu'il est très cher. Et que peut-être que ce sera un droit hors UE bientôt, donc c'est peut-être pas forcément le meilleur. Donc la plupart, enfin le droit qu'elle vend en poupe en ce moment, c'est le droit suisse, puisqu'il est accessible en français. Des arbitres suisses parlant français, même si malheureusement les Suisses alémaniques parlent de moins en moins le français, mais on en trouve plein. Et donc c'est une culture juridique qui est très proche, et on peut faire des arbitrages à Lausanne ou à Genève sans aucun problème. Donc c'est malheureusement, dans les contrats internationaux, le droit français est en perte de vitesse, et la perte de vitesse s'est accélérée avec la réforme du droit des contrats. Il y a beaucoup de groupes français qui, par exemple, avec leurs distributeurs étrangers, ne recourent plus au droit français, même si c'est le droit qu'ils connaissent le mieux, ils prennent le droit suisse. C'est une tendance lourde et qui va être accentuée par la réforme du droit des contrats.